Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. J'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va, Thibaut? Très bien, content de se retrouver ici. On est de retour pour un épisode sur le printemps. J'ai remarqué que je pense que c'est presque l'Europe entière, c'est un printemps plutôt hivernal. On est de retour avec des températures aux alentours de 5-10 degrés. C'est difficile à croire, mais Ouais, il reneige dans certains endroits de Belgique d'ailleurs. On va peut-être ici tenter d'ailleurs de donner, à défaut de voir véritablement le printemps, de donner cette envie et de faire rêver peut-être un peu plus aujourd'hui. oui. Et on va d'ailleurs couvrir le printemps d'un point de vue plutôt littéral, mais sans oublier la partie métaphorique sur la naissance, la renaissance, le renouveau, donc tout ce que représente le printemps de manière générale. Et pour commencer, j'ai sélectionné un livre que tu m'as offert il y a quelques années. C'est Spring Cannot Be Cancelled par Martin Gayford. Donc le printemps ne peut pas être annulé, on en a vraiment besoin. Et c'est un livre, une conversation entre l'auteur, donc Martin Gayford, et le peintre, l'artiste David Hockney. Donc David Hockney, c'est un peintre qu'on pourrait classer de la scène pop, bien que lui-même réfute cette classification. Sa peinture la plus célèbre, c'est sûrement le splash, un plongeon sur un fond de couleur pastel, une certaine immobilité. C'est pourtant très esthétique et ça rappelle certaines vies de la vie courante. Moi, ça m'évoque notamment cette immobilité que l'on voit dans le peintre Hopper, par exemple. C'est la capture d'un moment et ça nous évoque plein de choses, même si en fait on ne voit pas le plongeur, on ne voit que la piscine, le ciel, une petite bâtisse juste derrière. C'est vraiment ce que ça m'évoque comme première impression en voyant cette peinture. Et dans ce livre, l'auteur Martin Gayford, il va retransmettre des échanges qu'il a eus avec l'artiste, des échanges surtout téléphoniques, par email ou vidéoconférence, parce qu'en fait, les faits vont prendre place aux alentours de la période Covid. Et c'était juste à ce moment-là que David Hockney décide de s'expatrier en France. Il a trouvé un beau domaine en Normandie et il va passer, et il est extrêmement content d'avoir la paix, de pouvoir se concentrer sur différents points de vue, sur l'étang, sur certains arbres fruitiers, sur la saison qui change, l'impact de la lumière. Et on va découvrir ou redécouvrir David Hockney, donc un artiste très versatile, très prolifique, qui peint avec une cadence vraiment de métronome. Il peint tous les jours. On le voit s'essayer à des dizaines de techniques différentes. Et ce qui est bien dans l'ouvrage, c'est que les échanges entre ces deux personnes et le livre est entrecoupé de peintures, d'œuvres de l'artiste ou bien d'œuvres qui l'ont influencé et qui font part de la discussion. On reconnaît notamment, par exemple, le pointillisme. Il y a un côté aussi pop art. Il y a des portraits, des dessins au fusain et puis des œuvres qui suivent un style plutôt naïf qui, je trouve, dénature un peu avec son talent, mais qui existe. Donc, ça fait partie aussi de sa recherche aussi d'un art qui se renouvelle. Je trouvais que c'était une œuvre qui était intéressante de manière générale, avec une réflexion sur les couleurs, sur la qualité des matériaux, donc vraiment l'importance des matériaux, de la lumière. Il indique notamment que certains artistes ont un peu rechigné sur la qualité des matériaux par le passé et que de par ce choix, les restaurations dans les musées sont assez compliquées. Il faut beaucoup travailler, retravailler ces peintures qui ont une base qui est assez plutôt instable. Mais je suis quand même resté un peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que les échanges étaient plutôt bref, parfois superficiel. Le point positif, c'est vraiment que l'ouvrage soit agrémenté de ces images des peintures qui sont mentionnées au fil du livre et aussi d'avoir l'avis de l'artiste. Mais je pense qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur sur les techniques qu'il utilise, sur ce qu'il inspire. Il y a une partie ça sera ma transition, sur les échanges qui vont se porter sur un moment sur le jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance d'un côté, l'arbre de la vie. Pour faire écho justement à ce que tu viens d'évoquer ici, donc moi j'ai vu l'exposition de David Hockney qui s'appelle The Arrival of Spring. Justement, toute sa période qu'il a passé en Normandie, il a peint sur iPad. Donc quelque chose, une technique tout à fait particulière. Quand l'expo est arrivée à Bruxelles, ça a été accompagné d'une rétrospective aussi. Et moi, j'avoue que c'était surtout ce qui m'intriguait, c'était comment est-ce qu'on peint sur iPad. Et puis, allez, faut presque se dire, mais enfin, c'est complètement enfantin, ça ne ressemble à rien. Enfin, en tout cas, ce n'est pas digne d'un artiste, quoi.
Et en fait, c'est très très surprenant parce que ce qui était chouette aussi dans l'exposition, c'est on a eu droit à deux vidéos notamment. Une d'entre elles, c'est toute la, je vais pas dire la genèse, mais tout vraiment la conception de la peinture qui prend en fait énormément de temps. Il y a le choix des couleurs, il y a un peu de pointillisme comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est très très vert, mais il y a plein de nuances de vert forcément et très très lumineux. En fait, à l'image de l'artiste, parce que moi ce qui me fascine chez lui, c'est quelqu'un qui adore la vie, qui est hyper positif. Je ne sais pas si est-ce qu'on sentait ça dans le livre. J'aurais tendance à dire que oui, c'est quelqu'un de positif, en effet, qui se contente de peu. Il est content avec d'avoir sa solitude et de pouvoir faire ce qu'il adore, en fait, tous les jours de sa vie, ou presque. Ce qui lui plaît vraiment, c'est d'avoir cette routine, de se lever à une heure plutôt matinale et de pouvoir peindre jusqu'à midi, avoir des invités pour 1 heure ou 2 pendant le lunch, et puis reprendre juste après. Et ouais, justement, en fait, au tout début de l'exposition, il y avait notamment ces mots Love Life, qui étaient vraiment tout en haut des marches du Grand Hall de Beaux-Arts, parce que voilà, c'était vraiment une philosophie de vie pour lui. Et il y avait aussi une petite interview de nouveau, qui avait dû être réalisée par visioconférence. Et je le trouvais extrêmement sympathique aussi, parce que voilà, donc à l'époque, il avait 85, chose comme 83 ans. Il est encore presque, c'est encore presque un enfant dans la façon qu'il a de s'émerveiller de certaines choses. Très, très rafraîchissant et très inspirant aussi, finalement. Et quant à l'expo, je dois dire que moi, quand je l'avais vu, c'était un peu justement, n'était pas encore complètement sorti du Covid, donc ça apportait une certaine bouffée d'air frais, je trouve, tout à fait bienvenue. Donc voilà, c'est très curieux de découvrir cette forme d'art. Bah, tout à fait. Il y a que lui qui l'utilise, ou presque, j'ai envie de dire, pour un résultat vraiment très, très joli. En fait, ça fait un peu penser, le fait qu'il aille en Normandie peut-être est pas innocent. On a un peu un côté impressionniste dans ce qu'il fait, parce qu'il y a aussi le travail, évidemment, enfin tout le jeu autour de la lumière, la variation des couleurs. Et à un moment, il peint, je pense que c'est un lever de soleil, mais il a peint plusieurs jours de suite. Et donc, en fait, forcément, un peu à la manière d'un Monet qui peint la cathédrale de Rouen ou la montagne Sainte-Victoire pour Cézanne, en fait, à différents moments de la journée ou différents jours, ça donne forcément une toute autre impression. Donc, ça se rapprochait un peu de ça aussi, je trouve. Oui, et d'ailleurs, il en parle dans le livre, il parle aussi de la meule de foin de Monet, Oui. où l'on voit vraiment l'impact de la lumière. Il mentionne aussi Van Gogh, une des peintures de Van Gogh, où le peintre a décidé de nous montrer l'impact de la lumière au fil des jours sur un même plan figé. Donc on voit une ombre qui n'a aucun sens si on devait la prendre d'un point de vue physique, mais qui est en fait représentée jour après jour, et donc avec une ombre qui s'étend de plus en plus, et qui a à chaque fois un angle un tout petit peu différent, qui a un angle un petit peu fantasque de notre point de vue, mais du point de vue de l'artiste, c'est l'ombre qu'il a vue jour après jour. Et d'ailleurs, à la bannière des impressionnistes aussi, il peint à l'extérieur. Alors, comme ça, voilà, c'était encore un parallélisme intéressant. Oui, et il adore Monet, donc il le mentionne aussi, le pouvoir du bleu et du vert. Oui, je crois qu'il est assez impressionné par la manière dont Monet parvient à jouer avec les couleurs et avec la lumière. Alors donc, pour faire une transition, si on parlait de l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, la transition avec le film de Darren Aronofsky, The Fountain, est plutôt facile, et la transition prochaine sera aussi également facile à faire. Aronofsky, on le connaît pour des films comme Requiem for a Dream, Black Swan et plus récemment The Whale avec Brendan Fraser qui avait reçu l'Oscar en 2022. The Fountain, c'est peut-être pas son film le plus connu, c'est un film assez ambitieux, inattendu, avec parfois quelques effets comiques que je dirais qui sont non désirés. Du moins, ça c'était mon point de vue. Le film est centré sur la vie de Tommy et Isabelle. Donc, c'est joué par Hugh Jackman et Rachel Weisz. Il va entremêler 3 fils de récit. Donc, il y a d'abord Tommy le scientifique. Le deuxième, c'est un conquistador. Et le troisième fil de récit, le personnage masculin va jouer un homme qui médite et tente d'atteindre le nirvana ou une sorte de climax. Si on prend Tommy le chirurgien, lui travaille sur des projets très ambitieux. Il fait des tests sur des singes, notamment, pour tenter de soutenir et d'aider sa recherche contre le cancer. Il se concentre surtout sur le cerveau. En parallèle de cela, on apprend rapidement que sa femme est malade et il espère en fait que ses recherches pourront l'aider à la sauver, à sauver son épouse. Par la même occasion, un petit peu plus tard dans le film, sa femme va lui remettre un manuscrit d'un livre qu'elle vient d'écrire et ce manuscrit sera cette excuse pour
transformer Tommy en conquistador. Donc, on va se plonger dans le récit de ce livre, dans une Espagne qui tente de trouver l'arbre de vie. Et c'est l'immortalité ici qui nous concerne. Donc, il y a un lien évidemment assez logique avec l'espoir de trouver un traitement contre le cancer, de pouvoir sauver sa femme et de pouvoir vivre pour toujours. Dans le livre, on va voir que le conquistador va avoir plusieurs scènes qui sont plutôt bibliques. Donc, il va se battre contre une sorte de père originel qui se défend avec une épée en feu. Et il parvient à découvrir cet arbre de vie, à rentrer dans le jardin d'Éden. Il parvient à interagir avec cet arbre. Et la fin du récit est ensuite entrecoupée de flashbacks. Donc, on va passer entre le fil du récit du chirurgien scientifique, du conquistador et de cet homme qui médite et qui tente d'atteindre le nirvana, qui discute avec l'arbre. Tout cela va un peu se mélanger. Il y a des moments un petit peu cocasses, j'ai trouvé. C'est une histoire, de manière générale, sur l'amour, sur la mort, la quête de l'immortalité. Ça a fait un flop au box-office, pour être honnête, mais je dois reconnaître qu'il a plusieurs défauts, donc peut-être parfois des moments qui sont un petit peu forcés, une certaine pauvreté des dialogues, mais une idée plutôt ambitieuse. Le film a aussi une sorte de fanbase, donc il y a vraiment des gens qui ont trouvé le film exceptionnel, qui en parlent ou qui le revoient chaque année. J'avoue que ce serait peut-être un raté sur certains aspects. Moi, je connaissais pas du tout. Autant je connais Darren Aronofsky pour plusieurs autres films, mais celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Par exemple, Requiem for a Dream, qui a pourtant est sorti plusieurs années avant, et tous les suivants, en fait, je connais quasiment tous les suivants, oui. Celui-là, il n'est pas resté dans la mémoire collective, j'ai l'impression. Non, et pourtant, lui-même semblait très content de l'avoir réalisé. Il s'était dit qu'il pourrait arrêter le cinéma après avoir fait ce film-là. Il aurait complété sa carrière de son point de vue. L'amour du cinéma, il a heureusement encore réalisé quelques films après ça. Mais ça, je pense que je dirais pas que c'était une perte de temps, mais c'est un film assez spécial. Donc, ça reste quand même à recommander. Pas non plus convaincu par le jeu d'acteur de manière générale. Et puis alors, une transition facile, on parle de l'arbre de vie. Il y a un film qui s'appelle The Tree of Life, l'arbre de vie, de Terrence Malick. Tu as eu l'occasion de le voir aussi par le passé? Je l'ai vu, mais je l'ai vu à sa sortie, donc c'est quoi, 2011, donc ça fait quand même assez longtemps. Je pense que de toute façon, même si je l'avais vu récemment, je pense que c'est pas un film qui est spécialement facile à résumer. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion de le voir récemment. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était un film plutôt d'un style drame épique, une sorte de récit initiatique. On va suivre cette famille du Texas dans les années 60. Il y a un mélange entre cette vie au Texas et la création du monde. On va avoir à nouveau plus ou moins 3 fils de récits qui vont s'entrecouper. Ça devient une habitude. On suit les O'Brien dans les années 60. C'est un jeune couple de banlieue. Leur famille s'agrandit petit à petit. Et le point focal du film, ce sera leur fils aîné, Jack. Le réalisateur ici va nous offrir des instantanés de vie, comme s'il nous faisait feuilleter une sorte d'album photo. On voit rapidement quelques étapes de la vie de Jack, comme jeune bébé, comme enfant, dans sa vie d'adulte. Il nous montre le ciel, les bureaux, le ventre de sa mère lorsqu'elle attend un autre enfant. Et j'ai trouvé que ça, c'était très bien réalisé. C'était chaque fois des petites coupures de 2-3 secondes avec de très belles transitions. On retourne ensuite dans les années 60 et on va comprendre la vie de Jack. Il grandit petit à petit. On va le suivre à travers plusieurs étapes de sa vie. On va montrer quelques transitions avec l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Il a plus ou moins la cinquantaine. C'est un architecte à succès. Il habite Dallas, au Texas. On montre des plans très épurés, le froid, le béton, le verre. Il y a très peu de dialogue, notamment. On le voit simplement être peut-être rongé ou il va ruminer certains souvenirs qui vont alimenter ces analepses, donc ces flashbacks. On nous fait découvrir son enfance un peu plus dans le détail et on va comprendre ses interactions avec ses parents qui sont vraiment deux opposés. Il y a d'un côté le père qui est joué par Brad Pitt. C'est un ingénieur qui est frustré par sa carrière, qui aurait préféré percer comme pianiste. Et cette frustration et l'ambiance de l'époque font qu'il est assez froid et distant et très sévère avec ses enfants. Il se fait notamment appeler monsieur. Il les entraîne au combat, aux réalités du monde telles que lui-même les perçoit. Et à l'opposé de cette brutalité, il va y avoir Madame O'Brien, qui est jouée par Jessica Chastain, qui va plutôt incarner le calme, la douceur, l'innocence et la joie de vivre. Donc les enfants sont partagés entre ces deux extrêmes et Jack lui-même, fils aîné, il vit aux limites de la peur. Donc quand son père est présent, on le voit plutôt tendu, peureux. Donc, il gagne en confiance à chaque fois que son père part pour quelques jours, quelques semaines. Parce que sa mère est plus douce et le laisse faire
elle lui donne beaucoup plus de liberté. Et alors, il y a des contrastes quand son père revient, on le voit lui-même, il est partagé entre sa nouvelle identité et la confiance qu'il a engrangée au fil des jours, et la peur aussi de se faire battre ou d'être réprimandé par son père. Et donc, Jack, adulte, qui est joué par Sean Penn, va se remémorer ses éléments de vie. Il entend notamment sa mère pleurer, prier, qui tente de donner un sens à un drame qui s'est passé dans l'enfance de Jack. Et il est pensif la plupart du film, donc il parle peu, on le suit en réunion. Dans la rue, il cogite, il va ruminer ses souvenirs. Et si je devais résumer, je trouve que le point fort, ce qui a vraiment donné un cachet au film, c'est le fait de voir ces moments de vie réels. J'ai lu que le réalisateur s'était efforcé de filmer de manière assez brute, notamment caméra à la main, avec une lumière naturelle, avec très peu de projecteurs, des scènes de vie. Et ça se ressent quand on voit ces instantanés, que l'on voit surtout dans la première partie du film. Donc, cet effet feuilletage de scènes de vie est très réaliste et donne parfois même un aspect, je dirais, documentaire, un film qui a une très belle esthétique, qui pourrait peut-être suggérer un côté biblique. Il y a évidemment création du monde, mais qui est plutôt une création du monde d'après ce que la science me suggère, plutôt qu'une implication d'un Dieu quelconque. C'est ce côté spiritualité qui m'avait un peu désarçonné parce que je trouvais que, en fait, je manquais de références pour tout bien saisir et je me rendais compte que beaucoup de choses m'échappaient, tout en reconnaissant le côté esthétique. Et moi, j'aime bien son cinéma de manière générale, à Terrence Malick, mais voilà, des petites choses comme ça qui m'avaient un peu désarçonné, pas de savoir tout saisir. Voilà, c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Tu as vu d'autres films du réalisateur? Moi, j'avais vu celui, je pense, c'était juste précédent, qui racontait l'histoire de Pocahontas. Je vais retrouver le titre. C'était Le Nouveau Monde, ouais, The New World, donc qui avait sorti quelques années avant. Parce qu'au départ, enfin, il sortait très très peu de films, hein, donc jusqu'à The Tree of Life, c'est son 5e film depuis 1973. Après, tout d'un coup, il s'est mis à tourner beaucoup plus. Et bon, les critiques étaient aussi de plus en plus mauvaises, hein, donc j'ai pas vu les suivants, je dois dire. Mais Le Nouveau Monde, pour moi, c'est vraiment un très très beau film. Donc je dis que c'est un peu l'histoire de Pocahontas, mais sauf que c'est pas à la sauce Disney, évidemment. Bon, il y a beaucoup plus de violence, voilà, mais ça reste très très esthétique, envoûtant. Voilà, ça, je pense qu'il essaie de faire un cinéma un peu envoûtant. D'accord. Est-ce que par hasard, tu connais la politicienne Elizabeth Warren aux États-Unis? Oui. Est-ce qu'elle joue dedans? Ah, Ah bon? Non, c'est plutôt une blague parce que tu sais comme Trump aime Ah oui, bien donner il l'appelle Pocahontas, oui, c'est vrai, c'est vrai. il aime bien donner des surnoms, donc Oui, parce qu'elle prétendait avoir des origines de native américaines, c'est ça, hein, c'est ça. ouais, Ouais, amérindienne, ouais. Ouais, je trouvais que ça c'était une bonne blague. oui. D'accord. Et puis alors on peut faire une transition vers la prochaine œuvre, toute son œuvre en fait, de Mary Gevers. Oui, oui. En fait, donc Marie Evers, c'est une autrice belge, hein, qui est, enfin, faut pas dire qu'elle est tombée dans l'oubli, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si on doit citer des auteurs belges, même depuis autres que purement contemporains, pas sûr que son nom sorte beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Alors, juste peut-être un peu quelques éléments biographiques tout d'abord. Donc, Marie Evers, elle est née en 1883, pas très loin d'Anvers, donc flamande, mais à l'époque, là, en Flandre, on parlait aussi français. Donc, elle a été élevée en français et elle a toujours écrit en français, tout en ayant dans sa famille des grands-parents qui parlaient le néerlandais. Mais donc, elle savait, elle comprenait tout à fait le néerlandais. D'ailleurs, on retrouve dans certains de ses livres un peu de patois local à certains endroits. Et voilà, donc elle écrit en français. D'ailleurs, c'est la première femme aussi à avoir été élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Donc elle est issue d'une famille elle avait 5 frères plus âgés qu'elle, mais elle n'est pas allée à l'école, donc elle a appris à lire et à écrire avec sa mère. Et puis, bon, elle a perdu ses parents assez tôt, mais elle a toujours vécu en fait dans la campagne flamande. Elle a à peine quitté pour aller voir plus tard sa fille à l'étranger ou des choses comme ça, mais donc elle est toujours très très liée à sa région vraiment natale. Et c'est ce qui transparaît très très fort dans son œuvre. Donc, son premier roman à avoir eu du succès, c'était avoir au moins en tout cas un succès d'estime, c'est La Comtesse des Digues, qui est paru en 1931. Et puis après, on a eu d'autres livres comme Madame Orpha en 1933, L'Île Top en 1935, La ligne de vie 2 années plus tard. Donc elle est morte en 1975. Et de quoi ça parle? En fait, son œuvre est empreinte de son quotidien, de là où elle vivait, que la nature est toujours omniprésente, la vie à la campagne
Et donc, je trouve déjà la première chose qui est intéressante, c'est un peu un témoignage d'une époque qui a disparu. Elle repart sous beaucoup de souvenirs d'enfance. Donc, on a des romans qui sont parfois presque autobiographiques et d'autres qui sont beaucoup plus romancés. Alors, c'est fait dans une langue, je veux dire, assez simple, mais toujours délicate, poétique. Alors, elle a notamment raconté que, en fait, quand elle était petite, on lui interdisait de lire avant que le soleil soit couché. Et je disais qu'elle était tout à fait pour, parce qu'en fait, c'est ce qui lui a permis, en tout cas, avec réflexion plus tard, quand elle est devenue adulte, c'est ce qui lui a permis, elle dit, de vivre au grand air, de découvrir un peu comme ça la nature, tout cet amour des animaux, des plantes qu'elle a développé, ben, c'est grâce à ça, grâce au fait qu'elle est sortie comme ça autant. Vraiment le plus connu, enfin peut-être un des plus reconnus, c'est Madame Orpha, plus autobiographique et qui parle d'une histoire qu'elle a romancée mais qui s'est vraiment passée. Donc Madame Orpha, en fait, est mariée, mais elle est amoureuse d'un jardinier. Et ben, ils vont quand même construire un peu une histoire d'amour, se voir en cachette au départ. Le roman est raconté par une petite fille. La narratrice reconstitue l'histoire par ce qu'elle entend aussi, donc parce que les villageois peuvent dire, donc tous ces racontars, elle, quand elle peut les apercevoir à certains endroits. Et voilà, et donc tout ça est mêlé avec, oui, comme je disais, la nature, une littérature faite aussi de sensations comme ça. Un autre livre que je n'ai pas lu, de Marie Verse, s'appelle Vie et mort d'un étang, ben, donc le fait qu'il y ait un étang, tout ça, donc tous ces éléments de nature sont des éléments vraiment propres au roman. Et justement, je pense que Madame Orpha se passe au printemps, donc sans doute qu'il y a aussi la naissance de l'amour par rapport au printemps, il y a sans doute une certaine symbolique ici aussi. Et voilà, c'est une œuvre assez délicate qui vaut la peine d'être découverte ou redécouverte, même si Marie Guévers peut être malheureusement aujourd'hui un peu au purgatoire. On ne peut pas dire qu'elle soit devenue un classique en Belgique. D'accord. C'est vrai que ça ne me dit rien. Et donc, tu conseillerais lequel ton préféré? Ben, moi, Tu j'avais peux m'en recommander un ou deux? Madame Orpha, je pense que c'était bien. Et moi, j'avais bien aimé aussi La ligne de vie. On est aussi de nouveau, en fait, dans la campagne flamande, fin du 19e siècle. Et là où, oui, j'oublie aussi, dans ses influences, c'est aussi dans les légendes locales. Et donc, on a une soi-disant sorcière, Émérance, voilà, qu'on retrouve dans La ligne de vie. Voilà, donc franchement, je trouve que je réinsiste, je le redis, ça vaut la peine d'être découvert. Et d'ailleurs, je me disais en préparant ce podcast, ça fait en fait assez longtemps que j'ai lu tout ça et que je devrais peut-être un peu reprendre ou en tout cas lire. Puis il y en a d'autres, ceux que j'en ai eu quatre, je pense. Il y en a d'autres en tout cas que je pourrais découvrir. C'est vrai qu'il y a quand même quelques artistes belges qui valent la peine d'être lus. Je me souviens, il y a une époque où on avait lu un petit peu, où j'avais lu La vie des termites, il y avait aussi La vie des abeilles. Mm-hmm. Et alors, c'est une transition assez facile parce que le prochain titre dont je voulais parler, c'est La vie des arbres de Francis Allais. C'est un essai que j'ai trouvé un petit peu par hasard, mais qui m'a vraiment convaincu. J'ai trouvé ça formidable comme condensé, une sorte de propagande positive, de pamphlet sur la promotion et la protection des arbres. L'auteur, il est botaniste et biologiste. Et dans cet essai, il va nous partager sa passion et sa fascination pour les arbres. Le livre en soi, l'essai ne fait qu'une 70aine de pages, donc ça se lit vraiment très rapidement. Ça peut être soit un rappel ou soit ça peut servir de découverte pour certains. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Il discute notamment de la capacité des arbres à forcer la pluie, vraiment à provoquer la pluie, la création de nuages dans certains endroits, les systèmes de communication souterrains ou chimiques entre les arbres, la cohabitation avec les animaux, ou comment les arbres parviennent à arranger leurs cimes pour se laisser de la place les uns les autres. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est un exemple bien concret de leur adaptation, qui est plus rapide qu'on ne pourrait ne le penser, avec un exemple en Afrique d'un arbre en particulier dont raffolent certaines antilopes. Ces animaux adorent manger quelques feuilles de ces arbres, de cette sous-espèce, mais elles doivent faire très attention parce que après avoir dégusté quelques feuilles, ces animaux doivent en fait quitter la zone parce que les feuilles deviennent indigestes. Donc l'arbre parvient lui-même à influencer sa composition chimique, la composition chimique des feuilles, pour éviter de se faire dépouiller de l'entièreté de son feuillage. Mais ce n'est pas tout, parce que l'arbre en question qui a été grignoté va transmettre aux autres arbres de la zone cette information. Et donc, les arbres qui seront, par exemple, dans le sens du vent, vont aussi avoir un changement au niveau de la composition chimique de leurs feuilles. Ce qu'on voit en étudiant, par exemple, ces échanges entre
l'antilope et l'arbre, c'est que l'antilope va courir, après avoir grignoté un arbre, va courir contre le sens du vent pour atteindre des arbres qui n'ont pas encore été impactés ou qui n'ont pas encore reçu cette information et pour pouvoir grignoter d'autres feuilles supplémentaires avant que cette composition chimique ne change. C'est quelque chose qu'il n'était pas au courant, qui m'a impressionné, de comprendre que cette relation entre l'animal et la plante qui date de plusieurs millions d'années et de voir cette réaction chimique d'un être qui nous semble à chaque fois immobile et très passif et de voir que l'animal s'est aussi adapté, qu'il a compris au fil du temps via l'évolution qu'il y a une approche pour aussi passer outre ces changements de composition chimique. Je peux le recommander, ça se lit très rapidement et c'est bien écrit. C'est un auteur assez prolifique, j'ai vu il a pas mal d'ouvrages à son nom et je tenterai sûrement d'en lire d'autres. Tu le connais? Non, mais ce que tu évoquais, en tout cas, c'est des choses dont j'avais un peu entendu parler. Pas des choses spécialement très très connues, mais je pense que j'avais déjà vu un documentaire là-dessus. Et il y a une époque où il y avait le podcast Sur les épaules des géants avec Oui, Jean-Claude Amezen qui parlait souvent des arbres, du feu, des éléments de la nature. Donc, tout à fait. il est possible qu'il en ait parlé. Il y avait aussi eu quelques podcasts intéressants là-dessus, sur les arbres de manière générale. Et puis alors, on parle du printemps. Donc, j'ai un titre Au printemps de Karl Ove Knausgaard. J'en ai parlé par le passé. C'est un auteur qui aime parler de ses peurs, son sentiment d'insécurité de manière générale sur sa personne. Et c'est un livre qu'il a écrit pour compter les premiers instants avec son nouveau-né. Il nous parle de ses peurs, de la minutie de tous les jours, des petits détails, des petites habitudes. C'est à nouveau très fort d'un point de vue observationnel. C'est typique Knausgaard, avec son point de vue d'un homme en cherche de repères. C'est encore plus vrai, j'imagine, pour un jeune parent qui doit rapidement prendre des décisions importantes dans la vie du nouveau-né. Et on va suivre ces discussions, ou même plutôt ces monologues, d'un parent envers un jeune enfant. Donc, il lui raconte des petites bêtises de tous les jours et c'est touchant d'un côté. Ça fait partie du cycle des saisons qu'il a écrit. Je parlais d'un autre cycle de saison un peu plus tard. Et donc, avec cette naissance, on voit peut-être un renouveau pour Knausgaard aussi. Peut-être de nouvelles peurs, mais aussi un nouvel espoir, ce que la vie d'un jeune enfant peut apporter. Alors pour changer complètement de genre, on va dire, je vais parler d'une série. Et une série, alors attention, une série TF1. Donc peut-être pour expliquer à nos auditeurs que juste avant qu'on commence ici hors antenne, je parlais justement du fait qu'on peut parfois être surpris. Et bien ici, c'était un peu le cas, puisque bon, on est dans une mini-série TF1 relativement mainstream, donc, et pourtant il y a quand même pas mal de choses à en dire. Donc, en fait, ça a aussi été diffusé par la RTBF, et alors c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc c'est une série de 2023, assez récente. Alors on a en fait 6 femmes qui vont justement effectuer une randonnée en montagne pour aller disperser les cendres d'une femme qui est morte d'un cancer, une amie. Et donc elles toutes vont accomplir, alors que ce sont pas ce périple, alors que ce ne sont pas spécialement de grandes sportives, de base en tout cas. Et or ces femmes, en l'occurrence, ont toutes en commun aussi, soit d'avoir eu un cancer et d'en être sorti, soit d'être encore un peu malade. Alors donc il y a six épisodes, parce qu'il y a 6 femmes, donc c'est l'occasion de s'attarder pour chaque épisode sur chacune d'entre elles et de voir quelle est son histoire. J'ai trouvé en fait que, alors c'était l'occasion de parler du cancer, sans tomber dans le mélo, parce qu'il y a quand même un peu d'humour, de manière relativement positive aussi, j'ai trouvé. Le fait que ce soit des femmes, justement, c'est l'occasion aussi de mettre en évidence, de mettre justement des femmes au centre en fait d'une série. Ça, je trouvais que c'était malheureusement pas assez courant en fait. En tout cas, parler en tout cas du cancer, de cancer du sein notamment, pas un sujet qu'on va souvent retrouver au centre d'une série ici ou d'un film. Et encore plus d'une série TF1. Ça marie assez bien humour et moments plus touchants. Bon, il y a des personnages qui sont mieux réussis, évidemment, inévitablement, hein, quand on en a 6, forcément il y a des personnages qui sont mieux réussis que d'autres. Moi, je crois que le personnage de Clémentine Sélarié, par exemple, était vraiment bien. J'étais moins convaincu par celui de Joséphine Demeaux, parce que Joséphine Demeaux, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais elle est souvent un peu dans l'excès et elle surjoue un peu. Et donc, je trouve qu'elle était parfois ici, voilà, à nouveau un peu. Alix Poisson, en fait, on la retrouve souvent dans les téléfilms français, donc fait le job aussi. Et la série a été assez bien remarquée, en fait. Hein, donc, elle a obtenu, je pense, des prix. Et niveau audience, ça a aussi pas mal marché, puisqu'en France, ça faisait 4 millions de téléspectateurs, un peu plus de 20%, et ça a été premier chaque soir. Je trouve que, vu le sujet, c'est assez positif aussi. D'accord, ça ne me dit rien du tout, oui. Bon, ça reste, c'est TF1 qui produit, hein, ça c'est sûr.
Je ne sais pas si RTBF coproduisait, mais en tout cas, elle a diffusé en avance, en tout cas, sur la chaîne française. Pourquoi est-ce qu'on j'en parle ici dans le cadre du printemps? Parce que l'occasion pour ces femmes aussi de renaître aussi un peu, parce que donc de revenir un peu de toute cette maladie. Et ça a été tourné d'ailleurs au printemps dans le massif de la Vanoise. Et je trouve qu'il y a une chouette lumière aussi dans toute la série. Parce que je répète, on n'est pas du tout dans du drame, pas dans du mélo en tout cas. Et la volonté moyen de s'en sortir sans taire les difficultés vraiment réelles. Mais c'est un peu le côté lumière au bout du tunnel qui émergeait. Et la sororité, évidemment, entre toutes ces femmes qui étaient aussi touchantes. Donc, il est possible de voir de bonnes choses sur Et TF1. oui, oui, faut On parle pas... de films ou de séries. Nous, Sans- sans- justement, nous devons montrer que nous n'avons pas d'a priori. Ouais, non, sans rire, je me souviens avoir vu, je crois que c'était aussi produit par TF1 et ça avait été aussi montré sur Netflix. La Menthe, ça te parle? Non? Donc, c'est la Menthe ou la Menthe religieuse avec Carole Bouquet dans le rôle principal. Mhm. Qui joue une sorte de... Il y a une histoire de meurtre qu'il faut qu'une équipe tente d'élucider. Et il y avait quand même pas mal de rebondissements. Ouais, ça vaut le coup. Si un jour ça doit repasser à l'écran, je pourrais le conseiller. Et alors pour le prochain, donc. Encore changer complètement de genre, parce qu'ici, je vais parler de littérature jeunesse, plus particulièrement pour des ados, en fait. Hein. Donc, en fait, c'est une série qui s'appelle Quatre sœurs. Donc, il y a quatre livres, forcément, mais les quatre, pour un peu pimenter, on va dire les choses, les quatre sœurs, en réalité, sont cinq. Hein. Le premier tome, c'est qui s'appelle Enid est en automne, puis on a Hortense en hiver, Bettina au printemps, sur laquelle je vais surtout m'attarder aujourd'hui, et Geneviève en été. Alors, ces quatre sœurs, c'est cinq sœurs plus exactement, en fait, leurs parents sont morts dans un accident de voiture, chose comme 1 ou 2 ans auparavant, et elles vivent toutes sous la tutelle, on va dire, entre guillemets, de Charlie, qui est la plus grande des sœurs, et donc elles vivent toujours dans la même maison. Donc on va les suivre ainsi pendant 1 an, et on n'est pas du tout dans du drame de nouveau. Donc la mort des parents est là et rend les choses difficiles, mais notamment financièrement parlant. Mais c'est aussi, comme on suit comme ça des petites filles, au tout début, Enid est la plus jeune des sœurs, Bettina est plutôt une adolescente et Geneviève est plutôt en fin d'adolescence. En fait, c'est aussi une tranche de vie à chaque fois de chacun de ces personnages. Honnêtement, je ne suis pas dans le public cible, hein, plutôt, on va dire que c'est plus orienté en tout cas pour des jeunes filles. Et moi, j'ai trouvé que c'était justement fort bien croqué, plein d'humour et à la fois touchant aussi. Donc ça rejoint peut-être un peu la série dont je parlais juste avant, mais sauf qu'ici on a vraiment beaucoup plus d'humour. Et alors Bettina, qui est le troisième des livres qui se passe au printemps, Bettina c'est la plus peste des sœurs, mais cette plus peste des sœurs est tombée amoureuse en fait d'un garçon qu'elle a cessé de rejeter. Et maintenant, en fait, lui, il a un peu ce garçon qu'elle va essayer de retrouver, il est un peu passé à autre chose. Donc voilà, moi c'est une série qui est toujours très marquée par donc il y a 4 tomes, et alors à chaque fois, en fait, il est associé à une saison en particulier. Et donc, dans ce troisième tome aussi, on a en fait la maison, donc les 5 sœurs vont accueillir un locataire, parce que c'est l'occasion de se faire un peu d'argent. J'ai oublié de préciser que ça se passe de nouveau je pense qu'on est en Normandie, justement, en tout cas sur la côte. Et en tout cas, le locataire, c'est l'occasion, justement, au départ, peut-être on pourrait penser au fait qu'il est en vacances. Mais en fait, non, il cache un peu quelque chose et il travaille beaucoup dans la chambre, en fait, qui était au départ celle des parents, puisque c'est celle-là qu'on va lui donner qui va être louée. Ouais, je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu ça quand j'étais jeune, mais c'est quelque chose que j'aime bien reparcourir en fait, comme une Madeleine de Proust, parce que les personnages sont touchants, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour, hein, beaucoup de vannes, et que tout ça est vraiment très subtilement fait. On bascule très vite entre guillemets du rire aux larmes, quoi. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien aimé. Donc l'autrice, je pense que je l'ai pas dit, c'est Malika Ferjouk, qui est une autrice relativement connue, en tout cas dans la littérature jeunesse, qui publie à l'École des loisirs. Donc ici, c'est à l'École des loisirs. J'ai eu l'occasion de lire d'autres choses d'elle, donc c'est une autrice, je trouve, en tout cas pour des ados, assez intéressante, et dont je conseille vraiment aussi le reste de la production pour des ados. C'est sorti en fait en 2000, je pense c'est 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et alors plus récemment, j'ai vu que ça avait été adapté en bande dessinée, parce que maintenant on adapte beaucoup comme ça aussi, donc on a une bande dessinée roman graphique. Donc il y a une adaptation qui est ressortie, qui est un peu plus récente, et ce qui fait que ça a été peut-être un petit peu plus remis en avant, on va dire ces 2, 3 dernières années. D'accord.
Alors, je peux faire une transition avec, on parlait évidemment, le titre de l'épisode, c'est Le Printemps. Une œuvre qui tombe sous le sens, c'est Printemps de Alice Smith. Puisque je pense que c'est son troisième, une série aussi, non? Oui, Alice Smith. ouais, Tu as ouais. lu les autres? Oui, alors j'ai lu Automne et Hiver. Ok, très bien. Je te laisse poursuivre alors. Et en fait, donc, pour rester sur ce sujet, donc Alice Smith a écrit ce quatuor, donc c'est son œuvre est saisonnière, qu'elle a commencé avec Automne en 2016, que j'ai lu, qui m'avait vraiment bien plu. Je dirais que si j'avais passé en vue son œuvre saisonnière, ayant lu Automne, Hiver et maintenant Printemps, ici pour l'épisode, mon préféré ce serait Automne, qui touchait un peu sur le milieu hospitalier, sur un membre de la famille qui est proche de la mort, qui est à l'hôpital avec plusieurs visites. Je me rappelle assez bien de ces choses-là. Une certaine rage contre l'impuissance que l'auteur ou les personnages ont par rapport au Brexit. C'était les thèmes principaux. Et alors, l'hiver, on ferait sûrement peut-être une chronique une prochaine fois pour l'automne. Même chose pour l'hiver qui m'a un petit peu moins convaincu. Donc je suis arrivé au printemps avec quelques doutes. Le printemps, ici, on va suivre Richard. Donc c'est un artiste, un réalisateur qui est endeuillé. Il vient de perdre une amie et collaboratrice qui lui était proche. C'était sa scénariste sur pas mal de films. Il va se remémorer des moments vécus ensemble et il réfléchit également aux options qui lui sont à disposition pour lui rendre hommage. Il se console en même temps en discutant avec sa fille imaginaire. Il le suit partout, qui le conseille. C'est un côté un petit peu métaphysique, fantastique. Il y a un côté similaire dans l'hiver, avec aussi quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il va prendre un train pour nulle part. S'en suivent des rêveries, des moments vécus, une frontière entre la fiction et le réel qui est assez fine et perméable. C'est une écriture, si on parle d'écriture de Alice Smith, qui est révoltée, engagée. Elle écrit pour ceux qui n'ont pas de voix ou qui n'ont plus le courage de s'élever, car ils se rendent compte que cela ne sert à rien. C'est son point de vue, elle l'écrit comme ça dans le livre. Elle est révoltée contre le Brexit, contre l'autoritarisme, l'oppression, les abus, l'exploitation dans le monde de l'industrie, de la manufacture. Et ce sont des thèmes qui étaient déjà présents d'une manière ou d'une autre, peut-être pas de manière si intense, je ne m'en souviens pas exactement, mais dans son livre Automne, Hiver aussi, et qui peut-être ici donne l'impression d'un effet de répétition dont pourrait peut-être se passer. Il y a un côté intéressant qui reste une sorte de revue et de critique sur les milieux hospitaliers, sur le milieu carcéral ou de détention. Il y a toute une partie sur l'importance ou l'existence des centres fermés ou de détention administrative, que je trouve qui est un superbe terme, parce que de mon point de vue, l'administration en soi, c'est déjà une peine suffisante. Donc parler de détention administrative, c'est un terme qui est d'usage, mais que je trouve qui se rapproche assez bien de l'enfer et qui est l'enfer même. Et donc, on va suivre Richard et sa rencontre avec deux autres personnages d'un style qui est violent. On s'y perd assez rapidement. Donc, si on devait avoir une baisse de concentration pendant quelques pages, on est assez rapidement perdu. Il n'est pas toujours très clair de savoir quel est le personnage qui raconte, qui dialogue, parce que Smith ne nous prend pas par la main. Donc, c'est une écriture assez vive, presque une écriture automatique par moment sur certaines pages. C'est un rythme effréné qui tend à s'apaiser au fil du roman, mais qui parfois reprend de manière assez brusque. Donc on peut s'y perdre. Elle nous fait transiter d'un côté à l'autre, sans avertissement. Je suis resté peut-être un peu sur ma faim parce que, à nouveau, après l'hiver, elle parvient à me perdre ou un petit peu à nous mener dans un état de confusion assez rapidement. J'espère que l'été sera meilleur ou je parviendrai à retrouver le chemin, quelques moments de grâce qu'elle a eu avec l'automne. Parce que ça fait peut-être deux de suite qui me conviennent un peu moins, de mon point de vue. Qu'en as-tu pensé, toi, Tim? Et moi, j'ai pas lu, mais je te posais la question parce que moi, j'ai lu Automne, justement, et je n'étais pas convaincu par Automne. Moi, elle me D'accord. plaisait déjà à l'époque. Donc, ce que tu me dis ici, si toi, tu étais perdu dans le printemps, je me dis, Ouais. oh, si déjà je le sentais fort dans Automne, voilà, de toute façon, je comptais lire Hiver avant, mais parce que je l'ai à la maison, mais ouais, ça m'a vraiment pas convaincu. Et moi, je me demandais aussi, parce que, donc, à t'entendre, c'est pas du tout les mêmes personnages, en fait, dans chaque livre. Non, c'est à Qu'est-ce chaque qui fois les unit différent. alors? Les livres, Oui, pour l'instant, c'est une colle. C'était pas fait exprès. c'est une colle. Je ne me souviens pas assez bien des autres livres, pour être honnête, Parce qu'en même fait, ouais. d'automne en soi.
Parce qu'en fait, moi, je m'étais rendu compte, effectivement, en lisant juste la 4e de couverture de Hiver, que c'était pas du tout les mêmes personnages que dans Automne. Et ce que je comprenais, c'était même pas, il n'y avait même pas de lien familial ou une amie d'eux ou que sais-je. On était vraiment dans quelque chose de différent. Donc, pourquoi avoir fait une tétralogie sur les saisons alors bon, la question restera peut-être ouverte aujourd'hui, mais si on traite d'une autre saison, en tout cas, ce sera peut-être l'occasion d'aborder. Oui, il y a de quoi faire pour l'été, c'est sûr, et ça vaudra sûrement le coup. Maintenant, je suis arrivé aussi loin dans ton Oui. œuvre saisonnière, ça vaut le coup, je suis entré le dernier. Mais je suis content que tu me dises qu'elle soit parvenue à te perdre aussi, parce que j'ai l'impression que c'était peut-être uniquement très personnel. Je ne sais pas si c'est fait expressément. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Ça frustre le lecteur plus qu'autre Oui. chose, Oui. alors que l'histoire y est. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. J'ai pas trop compris l'idée. C'est l'idée de faire un postmodernisme peut-être. Faudrait que peut-être que j'écoute une interview ou l'autre pour comprendre un peu mieux. Mais les critiques, par exemple, sur Goodreads pour le printemps, tu regardes les 10 ou 15 premières critiques, c'est 5 étoiles pour tout le monde. Tout le monde a l'air extrêmement convaincu. Je les ai pas passées en vue, mais tout le monde est convaincu que c'est Mais super. oui, ouais, avec Automne, je Je- ressentais un peu ça aussi. Les critiques étaient assez bonnes et moi, je me retrouve pas dans les critiques. Donc, Non, je suis passé à travers et ça me frustre en fait parce que ouais, je le lis et tu dis que tu es passé à côté de quelque chose. ouais, j'ai l'impression de pas trop comprendre. J'étais un petit peu frustré aussi en lisant le premier livre, donc Martin Gayford et David Hockney, parce que Mhm. parfois j'avais l'impression qu'ils auraient pu faire un peu plus et ça me frustrait de voir que l'œuvre semblait être un petit peu incomplète. L'œuvre de Smith est complète, mais passe à travers de toute façon. Il faudra peut-être que je tente quelque chose en dehors de ce quatuor. Tu voulais en présenter encore un autre de Solveig Anspach? Alors, ouais, ici, c'est un film qui s'appelle Lulu, femme nue. Et donc, ici, on va quitter le sens littéral de printemps et plus voir en fait le côté Renaissance. Alors, donc, c'est un film qui est sorti en 2014. Solveig Anspach, c'est une réalisatrice en fait qui est morte déjà en 2015. Elle n'avait que 55 ans, des suites d'un cancer. Mais en fait, elle a fait des films assez intéressants, pas spécialement très connus, comme La vie aquatique, par exemple. Et donc, ici, Lulu, femme nue. Alors, c'est avec Karine Viard, donc, qui joue le rôle de Lulu, qui est le rôle principal. On trouve notre compatriote Bouilly Lanners dedans. Et alors, de quoi ça parle? En fait, Lulu, elle a passé un entretien d'embauche et c'est une femme très timide. Et donc, l'entretien s'est pas bien passé. Et mais suite à ça, en fait, elle décide de ne pas rentrer chez elle. Tant elle est mariée, elle a 3 enfants, mais ouais, elle ne veut pas rentrer. Et c'est pas du tout prémédité. Elle prend le train, en fait, comme ça, et hop, elle se retrouve sur la côte, seule. Bon, elle va prendre un hôtel. Et puis, repasser la nuit là. Et puis, elle va rencontrer en fait des personnages un peu typés, comme ça, un peu étranges, dont notamment celui qui est interprété par Bouli Lanners. Et à côté de ça, ben, donc son mari un peu essaye de prendre ses nouvelles de l'appel, mais en fait, elle parvient pas à lui parler. Elle a un peu besoin sans doute de se recentrer sur elle-même. Et au fil en fait des rencontres qu'elle va faire comme ça avec des personnages parfois un peu étranges, ben, c'est l'occasion pour elle un peu de se mettre à nu, de reprendre une certaine confiance en elle-même, dans la vie et faire ça et pouvoir peut-être un peu pour une fois faire un peu ce qu'elle veut vraiment. Et donc on assiste comme ça au portrait d'une femme qui évolue en fait, hein, qui éclot un peu, ou très touchant. Moi ce que je trouvais aussi chouette, c'est qu'on retrouve Karine Viard dans un rôle tout en douceur, en pudeur, alors qu'elle a souvent quand même des rôles de personnes fort extraverties. Donc elle est un peu à contre-emploi ici, et elle le fait bien. Donc ça, c'est très réjouissant d'avoir dans un rôle comme ça. Bouli Lanners qui joue le bourru comme ça, là, il est plus dans un fauteuil. Mais voilà, donc c'est un petit film, hein, donc nouveau, ça n'a sans doute pas énormément de prétention, je ne pense pas énormément de moyens non plus, mais touchant, délicat, voilà, qui vaut la peine d'être vu. Alors, tu dirais que c'était un besoin de se ressourcer ou un besoin de solitude? Qu'est-ce qui explique ce départ? Ouais, je dirais que c'est un peu des deux quand même. En fait, comme c'était pas prémédité ce départ, l'entretien d'embauche qui s'est mal passé, c'est un déclencheur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas tout à fait, elle est sans doute pas heureuse dans sa vie avec son mari et ses enfants. Et son mari, sans doute, ça se passe pas très très bien, surtout quand on voit qu'il ne fait qu'exiger voilà, qu'elle revienne vraiment à la maison. En fait, c'est qu'il la comprend pas, il ne la saisit pas. Donc, ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça. D'accord. Simplement pour revenir sur Alice Smith, je pense que peut-être un fil conducteur à travers les livres, au moins sur 2 des 3, c'est la perte d'un être cher. Que dans Ah, Automne, c'est se remémorer les souvenirs de vie commune. Il y a beaucoup de flashbacks là-dessus.
Et il y a souvent un lien assez fort sur la perte d'un être qui était cher au personnage principal ou au personnage principal d'une partie du livre. Il s'est essayé il y a toujours une partie de déni, puis d'acceptation, ou des côtés un peu métaphysiques ou de rêverie pour essayer d'accepter cette perte. Ok. J'espère avoir passé le test, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis alors évidemment, le printemps, c'est aussi une métamorphose. On passe d'une saison où il n'y a rien à une saison à la Renaissance. Et la métamorphose, on pense évidemment à Kafka, un roman inimitable et sûrement son œuvre la plus célèbre. Elle est facile à caser donc, dans ce thème du printemps, du renouveau. Le printemps, donc ce passage de la grisaille hivernale aux premières lueurs printanières, c'est idéal pour entrer dans cette case. J'espère t'avoir convaincu. Et donc, dans la métamorphose, on va suivre Grégor Samsa, qui se réveille un matin comme un autre. Lui, il n'est qu'un petit vendeur itinérant. Il bourlingue à travers le pays. Et ce qui devait être en fait un matin comme un autre tourne au drame, parce qu'il ne se reconnaît pas. Il lui est par exemple impossible de quitter son lit. Et ce n'est pas la dépression, mais il se demande vraiment quelle est cette nouvelle prison qui entoure son âme. Et c'est un spoiler, mais en fait ce n'en est pas un. Il est devenu une sorte d'insecte monstrueux, une sorte de cafard géant. Comme on peut l'imaginer, la panique va l'envahir assez rapidement. Et après avoir bataillé quelque temps pour essayer de se redresser, quitter son lit, il verrouille les portes de sa chambre avec des parents et une sœur qui vont s'inquiéter très rapidement de son sort. Il va tenter tant bien que mal de garder une voix et une constance, une sorte de composition humaine en leur répondant, expliquant que tout se passe bien, toute cette discussion se fait à travers la porte, évidemment. La situation qui est cocasse évolue assez rapidement et on ressent que cette métamorphose qui est physique pour Grégor Samsa influence aussi le reste de la famille et surtout du point de vue de la manière dont la famille va le traiter. Donc, il était le gagne-pain de la famille, donc il représentait l'entièreté du revenu familial et tout d'un coup, la famille doit considérer des alternatives. Elle commence à le traiter comme un moins que rien, comme un cafard. On tente de le chasser de chez lui. J'ai trouvé, donc c'est un roman qui a été analysé évidemment des dizaines de fois, mais il y a ce côté d'être aliéné ou d'avoir une identité qui tombe en lambeaux d'un jour à l'autre, qui est intéressante, avec cette métamorphose, et un mélange de métamorphose, mais d'indifférence et d'oubli de l'importance de certaines personnes dans sa propre vie. Ça reste intéressant du point de vue de l'absurde, quand on parle de Kafka, que j'apprécie notamment avec le procès et le château, qui reste aussi intéressant. Une œuvre qui marque et qui reste assez intéressante en elle-même. Et au hasard, je me suis rappelé aussi du livre A Dream of Spring de J.R.R. Martin, qu'on connaît parce que c'est l'auteur qui a créé tout l'univers Game of Thrones, Et donc, le il n'a Trône pas de fait que Fer. ça. Il n'a pas fait que ça. C'est en fait le livre que tout le monde attend depuis 10-15 ans. Donc, il n'a pas terminé la série de livres. A Dream of Spring est censé sortir, mais on l'attend. Et c'est la même chose pour Winds of Winter, si je me souviens bien. Donc, je veux simplement le mentionner. J'imagine qu'il n'écoute pas le podcast, mais je sais que tout l'Internet est en rage ou peut-être a abandonné parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a rien sorti qu'on se sent un petit peu abandonné dans cette œuvre. Je voulais le mentionner, j'ai encore fait une recherche. Il avance, mais tout le monde craint qu'il n'arrive pas au bout, étant donné son âge avancé. Mais ça reste un livre, enfin une série de livres qui est plutôt bien écrite, si on parle de monde médiéval fantastique, avec des chapitres qui sont écrits du point de vue des personnages à chaque fois. Donc on a une certaine rotation entre les différents personnages, avec des histoires qui après se confrontent. Donc on prend les différents points de vue et on ressent des personnages qui sont plutôt bien écrits. C'est ça c'est un regret de ne pas avoir d'autres livres. J'ai eu l'occasion d'arriver jusqu'au dernier qui a été publié, mais là on reste sur notre fin. Et surtout que la série TV a été terminée sur un scénario original, étant donné qu'il n'y avait pas de livre de contenu sur lequel se baser. Et ça, on sent que ça a été rushé vers la fin. Ce qui n'a pas plu aux fans, moi compris. Pour terminer sur ce point-là, Shape of Water, je l'ai vu et j'étais extrêmement déçu. Je trouvais que c'était pas du Ah contenu oui? pour oscariser. Ah bon? J'ai Moi, trouvé ça, ouais, Ouais, j'ai trouvé vraiment. ça c'était facile à prédire et un peu cliché ou peut-être un peu kitsch. Ça restait original au départ, mais après, enfin, c'est peut-être du Guillermo del Toro. Ça lui convient peut-être. Ça m'a surpris quand même. Ce qui valait le coup, c'était le fait de voir une femme
qui vit une vie un petit peu morose à avoir cette sorte de renaissance quand elle se lie d'amitié ou d'amour avec cette créature. Pour ça, j'y ai pensé quand je pensais peut-être au printemps, à la Renaissance, mais c'était un cas difficile à défendre. Toi, ça t'avait plu, par exemple? Oui, vraiment beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé le personnage qui était interprété par Sally Hawkins, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, j'aimais bien cet univers un peu fantastique, entre guillemets, et en même temps très vrai dans les rapports, en fait, entre les personnages. Voilà. Donc, c'est ça qui Yeah. m'avait... C'est vrai, il y a un côté hiérarchique assez fort aussi entre les différents personnages dans cette base militaire secrète, j'imagine, dans ces laboratoires. D'accord. Donc, on arrive à la fin de cet épisode sur le printemps. On a couvert pas mal d'œuvres qui nous ont émerveillés ou peut-être un petit peu mené à confusion. On va se retrouver bientôt avec un nouvel épisode. On va cogiter sur le thème et on se dit à très bientôt alors. Merci, Thibaut. Oui, salut Max. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.